Les amis, j'espère que vous allez bien. Série d'informations concernant le FC Barcelone. Vous savez quoi faire. Like, partage, abonnement pour ceux qui ne le sont pas encore. Let's go. Tebas soutient le FC Barcelone dans l'affaire Negreira. Il n'y a plus de doute. Il a affirmé, il est clair que le Barça n'a pas payé les arbitres comme on a voulu le raconter. Selon le journaliste Jacobs Ben, Christopher Vivell a suggéré le nom d'Alejandro Balde pour Manchester United, mais l'arrière-gauche souhaite rester à Barcelone. Et Victor Font, candidat à l'élection présidentielle du FC Barcelone, a affirmé, bien qu'il nous dise avoir sauvé le Barça, il s'adresse à Laporta, la réalité est tout autre. Cela fait 5 ans qu'ils n'ont pas pu inscrire de joueurs dans l'équipe première masculine et qu'ils espèrent que Ter Stegen se blesse pour pouvoir inscrire Juan Garcia. Il a complètement éteint Joan Laporta. Et de son côté, Joan Laporta a promis une grosse signature s'il est réélu président. Et on lit partout ces dernières semaines que Alvarez est la priorité du FC Barcelone cet été. Est-ce que c'est ça la promesse de Laporta? Et selon le journaliste Santiago Valle, l'entourage de Julián Alvarez a informé Barcelone que Julián Alvarez coûte 200 millions d'euros. Les informations dont nous disposons indiquent qu'il est plus proche d'un renouvellement de contrat que d'un transfert vers un autre club. Et selon Sport, les amis, l'Arabie Saoudite prépare une offre de 40 millions d'euros pour Marc Casado. Les gars, est-ce qu'il faut vendre Casado pour 40 millions d'euros? Est-ce qu'il a sa place au Barça? J'aimerais que vous puissiez répondre à cette question. Et selon Mail Sport, Nottingham Forest souhaite recruter Ansu Fati cet été et prêt à offrir environ 15 millions d'euros au Barça pour lui. Et voici les 3 prochains matchs du FC Barcelone au Camp Nou. On a le match face à Levante, le match face à Villarreal et enfin le match où les Barcelonais espèrent la remontada face à l'Atlético. La bonne nouvelle de la journée, les gars, Gavi a fait son retour à l'entraînement. Je pensais que l'affaire Negreira avait déjà tout révélé sur l'arbitrage espagnol. Mais les aveux d'un ancien arbitre pourraient bien faire basculer l'histoire dans une toute autre direction. Reste avec moi, je t'explique tout. L'aveu vient de Urizar Azpitarte, désolé pour l'accent. C'est un ancien arbitre international de la Liga. Il a fait cette révélation en direct sur la chaîne El Chiringuito. Il explique que durant sa carrière, certains clubs l'ont payé, tenez-vous bien, en actions de société. Résultat, il était actionnaire de 8 clubs de Liga, dont Malaga, Osasuna ou Alaves. Clairement, là, on a un arbitre officiel qui a des liens financiers directs avec les clubs qu'il arbitre. Pour rappel, Negreira n'était absolument pas en lien direct avec le Barça. Il était actionnaire d'une société qui offrait des services à Barcelone. Et en parlant de cette affaire, Urizar a justement évoqué son passage dans le comité technique de l'arbitrage aux côtés de José María Enríquez Negreira. Dans son témoignage, il insiste sur le fait que Negreira n'occupait qu'un poste de vice-président honoraire, c'est-à-dire pas de salaire, pas de pouvoir exécutif. Il avait seulement, je cite, des fonctions de relations institutionnelles avec les fédérations régionales. Et c'est là qu'on a un détail clé, car ce n'est pas du tout le seul à faire ce genre d'affirmation. Plusieurs personnes ayant travaillé avec Negreira affirment qu'il n'avait aucun pouvoir décisionnaire et que son rôle était mal décrit et mal présenté dans les médias. Pendant des années, les médias pro-madrilènes et le Real Madrid lui-même, par le biais de Florentino Pérez, ont pris des positions et ont désigné Negreira comme étant vice-président du CTA, sans dire qu'en réalité il était vice-président honoraire. Et c'est une nuance essentielle dans cette affaire parce qu'elle change totalement la perception des gens sur son rôle réel au sein du CTA et sur son influence ou non sur l'arbitrage. Mais ce qui choque le plus dans cette affaire, c'est le silence absolu autour de cette confession. On parle quand même d'un ancien arbitre international qui reconnaît avoir été actionnaire de plusieurs clubs officiels pendant qu'il arbitrait des matchs. Pourtant, silence radio dans tous les médias, pas d'enquête, pas de plateau télé qui parle de l'affaire tous les jours de la semaine. Là, clairement, on a un 2 poids 2 mesures. Là, clairement, on peut dire qu'en Espagne, un dossier ne devient un scandale que si le FC Barcelone est impliqué. D'ailleurs, on l'a bien vu avec l'affaire Negreira. 3 ans de débat, les gars. 3 ans de débat sur toutes les chaînes médiatiques espagnoles, alors qu'en tout, il y a 0 preuve. En tout cas, si vous voulez mon avis, ces révélations ne sont pas sorties aujourd'hui pour rien. Là, on sait que l'affaire Negreira prend fin au mois de mars. Nous sommes de plus en plus proches de la fin de cette enquête. Et comme par hasard, on commence à voir que la relation entre Barcelone et Negreira n'était pas si grave que ça au final. Mais bon, il reste toujours la question de savoir pourquoi ce scandale est-il ignoré. Pourquoi le Real Madrid, qui fait le justicier depuis des mois et même des années, pourquoi là il ne se penche pas sur les aveux? Pourquoi Florentino Pérez ne convoque pas une assemblée générale comme il l'a fait il y a quelques mois pour parler de tout ça devant ses socios? Dites-moi vous ce que vous en pensez en commentaire. Quant à moi, je vous dis à bientôt et Visca Barça. L'arbitre responsable de la VAR lors du match Gérone contre Barcelone a été sanctionné. Cependant, la FIFA et l'UEFA ne sont pas convaincus par les explications apportées par le CTA. Reste avec moi, je t'explique tout. Suite à la grossière faute de Claudio Echeverri sur Jules Koundé, le CTA reconnaît qu'il y a eu une erreur et sanctionne la VAR. Le comité technique des arbitres a décidé de suspendre l'ensemble de l'équipe VAR composée de David Galvez, arbitre principal, et Hernandez. David Galvez étant le responsable principal de la VAR a eu la sanction la plus lourde. Cependant, selon Eduardo Iturralde, célèbre ancien arbitre de la Liga, ni l'UEFA
Negrera ni la FIFA n'ont donné de crédibilité à l'explication du CTA selon laquelle tout ça n'était qu'une erreur. Le deuxième élément qui a alerté les hautes instances européennes et internationales de football, c'est le penalty de Lamine Yamal qui, selon eux, aurait dû être retiré. Selon les experts, des joueurs, notamment De Jong et Bryan Gil, sont rentrés dans la surface et ont influencé le rebond du ballon. L'ancien arbitre est monté au créneau, il parle d'une explication du CTA insuffisante et affirme que ces deux erreurs dans un même match, c'est totalement une aberration. Et pour le coup, Eduardo Iturralde n'est absolument pas le seul. Pour certains observateurs, l'accumulation de décisions polémiques et d'injustice alimente un sentiment d'injustice grandissant. Et pour eux, les agissements des instances de football espagnoles à l'égard du FC Barcelone paraissent de plus en plus suspects. Reste à savoir si le CTA va apporter plus d'explications ou est-ce que cette affaire va encore plus creuser le fossé entre le FC Barcelone et l'arbitrage espagnol. Il faut jouer contre tout le monde pour gagner, on le fera. Si tu veux tout savoir sur le coup de gueule de Rafinha, reste avec moi, je t'explique tout. Match polémique hier soir à Montilivi où le Barça s'est fait injustement voler face à Gérone. En effet, sur le deuxième but encaissé par le FC Barcelone, une faute évidente sur Jules Koundé n'avait pas été sifflée. La VAR n'intervient pas non plus, le but est validé. S'ensuit immédiatement la colère des joueurs, dont celle de Rafinha qui proteste après le match auprès de l'arbitre Sotogrado. Il publie ensuite un message sur Instagram dans lequel il n'a pas du tout mâché ses mots. Il déclare: c'est très difficile de jouer lorsque les règles sont différentes selon si elles vous avantage ou non. Mais s'il faut jouer contre tout le monde pour gagner, on le fera. Mais Rafinha ne se cache pas derrière ça, il fait également son autocritique, mais rappelle qu'ils ne sont pas les seuls à devoir la faire, les arbitres doivent la faire également. Le club a envoyé un courrier officiel auprès du comité technique des arbitres pour dénoncer plusieurs décisions jugées incompréhensibles cette saison. Pour information, Hansi Flick a déjà rencontré les arbitres après le match contre l'Atlético Madrid en Coupe du Roi pour demander des explications. Preuve que le malaise est profond depuis un petit moment. Là où le message de Rafinha est fort, c'est qu'il ne parle pas d'une erreur isolée. En interne, le vestiaire du FC Barcelone commence à en avoir marre de toutes ces décisions qui tombent tout le temps du même côté. Pour eux, ce n'est plus un hasard, ils ont le sentiment que certains sont protégés et que le Real Madrid bénéficie clairement d'un arbitrage favorable. Résultat, les joueurs ont l'impression de devoir se battre contre leur adversaire et le système en même temps. Pour ceux qui n'ont pas suivi, on a Javier Tebas, président de la Liga. D'ailleurs, ça faisait longtemps lui. Il a déclaré que ces derniers jours, on a eu pas mal de révélations et de retournements de veste concernant le cas Negrera. Reste avec moi, on va remettre les choses dans l'ordre et n'oublie pas de t'abonner, liker et partager si le contenu te plaît. Pour bien comprendre, il faut savoir que lorsque l'affaire a éclaté, la justice espagnole a ouvert une enquête contre le Barça pour corruption. Lors de cette enquête, ils n'ont trouvé zéro preuve, donc l'accusation a été rejetée. À la suite de quoi, les médias de la capitale ont affirmé que Negrera avait la possibilité de promouvoir ou de rétrograder des arbitres. Encore une fois, c'était faux puisque la justice a découvert qu'il n'avait aucune autorité là-dessus. Par la suite, une nouvelle théorie est sortie, comme quoi il influençait l'évaluation des arbitres pour favoriser le Barça. Bien évidemment, c'est encore faux puisqu'il ne participait à aucune notation. En réalité, son rôle se limitait à du relationnel entre les instances de football espagnol. Et à ce jour, aucune preuve ne démontre que le Barça a corrompu quoi que ce soit. Et là, vous devez vous demander pourquoi tous ces retournements de veste ont lieu maintenant. Pour ceux qui n'ont pas suivi, on a Javier Tebas, président de la Liga, qui a déclaré que le récit entourant cette affaire ne reflète pas la réalité et rejette toute allégation de corruption d'arbitre. Il a même déclaré: il est clair que le Barça n'a pas rémunéré les arbitres, contrairement à ce que certains semblent suggérer. Ce genre de déclaration de retournement de veste, disons-le, n'ont pas lieu aujourd'hui par hasard. Non seulement la date limite de l'enquête sur l'affaire Negrera est très proche, puisque cette dernière se termine en mars. Là, concrètement, on est à quelques jours de la fin de l'enquête et on a toujours zéro preuve, donc tout le monde retourne sa veste, tout le monde veut passer pour le gars objectif et juste. En plus de ça, on est à une période où les polémiques s'enchaînent sur le comité technique de l'arbitrage. On a par exemple l'ancien arbitre de Liga, Fernandez Estrada, a qualifié de farce le fait que Yolanda Parga, femme du délégué de terrain du Real Madrid, soit désignée pour évaluer l'arbitrage lors du match des féminines du Barça. Il a d'ailleurs rédigé un courrier officiel pour la Fédération espagnole de football dans laquelle il accuse le CTA de favoritisme, de manque de transparence et de conflit d'intérêts. Mais ce n'est pas tout. On a Jordi Majo, homme d'affaires catalan, très actif dans la vie associative et électorale du FC Barcelone, qui s'est d'ailleurs présenté à 2 reprises aux élections présidentielles du Barça, une fois en 2003 et une fois en 2015. Il a envoyé avec un groupe de socios du Barça un bureaufax au CTA. Le message est un peu plus clair: soit des mesures sont prises contre les graves erreurs d'arbitrage subies par le Barça, soit des poursuites judiciaires seront engagées. Dans le document, plusieurs points sont listés tels que des pénaltys non sifflés et pas d'intervention de la VAR jugée incohérente selon les situations, des buts annulés ou validés dans des circonstances controversées, des désignations d'arbitres considérées comme problématiques et des soupçons de conflit d'intérêts au sein même du CTA. Et les 2 cas que j'ai cités sont loin d'être les seuls puisqu'on a même l'UEFA et la FIFA qui commencent à poser des questions sur toutes les polémiques qui entourent les matchs du Barça. Du coup, ceux qui parlaient avec certitude sur l'affaire Negrera commencent à être plus prudents, les médias qui accusaient sans preuve commencent à nuancer, et même Tebas ajuste sa position. Comme quoi, quand les projecteurs changent de direction, certains changent vite leur veste. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Quant à moi, je vous dis à bientôt et visca Barça. Mais en fait, il y a quelque chose que vous comprenez pas avec le Barça et les supporters du Barça. Vous pouvez nous envoyer les infos que vous voulez sur le mercato. Tant qu'il n'y a pas de here we go, on n'y croira jamais parce qu'on n'a pas de sous, on est pauvre, on est endetté. Julián Alvarez jouera, en majuscule, jouera, c'est sûr, pour le Barça après la Coupe du Monde pour un montant total d'environ 70 millions. 70 quoi? Mais 70 quoi? On peut même pas acheter des gourdes à nos joueurs.
Après, on a les infos comme ça aussi. Julian Alvarez est la priorité du FC Barcelone pour cet été, très bien. Mais quand notre directeur sportif, on lui dit on doit vendre des joueurs qui ne servent à rien pour en récupérer d'autres, il veut pas vendre. Donc en fait, c'est bien que ce soit la priorité, mais pour lui, tous les joueurs de la planète, c'est sa priorité, il veut pas vendre. Donc ça sert à quoi? Le fait qu'il veuille rejoindre une meilleure équipe pour pouvoir gagner des titres, ça j'y crois à 100%. Et on le savait quand il signait à l'Atlético, qu'il allait aller en prison, qu'il allait pas gagner de titre et qu'il allait jamais rester hyper longtemps, vu le joueur qu'il est. Mais maintenant c'est bien que lui il veuille venir et que nous on le veuille. Mais il y a des problèmes dessous, c'est ça le problème. Et je vous la fais très court, ceux qui vont m'en parler en commentaire, l'alternative Vlahovic, j'en veux pas. Je veux pas de cette fumée. Pour moi, c'est pas un neuf de classe mondiale, c'est pas un neuf qui doit être titulaire au Barça. C'est un neuf remplaçant à la limite au Barça, comme Ferran Torres. Mais je veux pas dans Vlahovic. Balle au pied, c'est pas bon. Je pense pas que dans le collectif du Barça, il s'intègre. Donc non, c'est pas pour moi en tout cas. Après, si on recrute Vlahovic, évidemment, je vais lui faire confiance. Et il ne tiendra qu'à lui de me faire mentir. Mais personnellement, si je dois faire un choix entre vendre 2-3 joueurs qui ne servent à rien et récupérer Alvarez ou signer lui, le choix, mais en fait, il n'y a même pas de choix. Le choix, il est fait, mais à l'instant.